la majorité des marques aujourd'hui ils pensent à faire des NFT parce que NFT c'est facile à comprendre, machin. Mais les NFT, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens si ce n'est pas accompagné avec une stratégie long terme. Tous les patrons du monde de la finance sont les personnes les plus riches de la planète. Est-ce qu'on se dit pas qu'il y a quelque chose qui marche pas? Que c'est bizarre. Les mecs les plus riches sont ceux qui déploient mon argent. Et moi, je prends des fois même des performances négatives. Quand lui, il reste toujours riche. Donc c'est bizarre. Mais je pense que le conseil que je peux donner, c'est le premier conseil que j'ai donné à Stan dans la crypto, c'est ouvrez-vous un wallet MetaMask avec les 24 mots. Gardez vos 24 mots, perdez-les, machin. Enfin, vivez cette expérience pour découvrir un peu le truc et perdez un petit peu d'argent, 100, 200, 300 euros, en allant sur Uniswap, en allant sur Osmosis, en allant sur des plateformes où c'est ce qui se passe. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphne. Bonjour à tous et je suis de retour. Je suis très heureuse, c'est la voix d'Aurélie que vous entendez après quelques mois d'absence. Et pour ce nouvel épisode du podcast Build a City for Good, on est avec un serial entrepreneur inspirant, comme d'habitude, vous commencez à nous connaître, qui fait partie de notre communauté. Son dernier projet s'appelle Club et honnêtement, on vous conseille de bien vous installer là dans votre fauteuil car on va parler de crypto-monnaie, de Web3, de métaverse, tous ces buzzwords que vous entendez. On va essayer de vous aider à mieux comprendre. Et pour ceux qui connaissent déjà, je suis entourée du coup de 2 experts. On va commencer du coup par notre invité, qui est surnommé The French Mark Zuckerberg ou The French Moroccan Mark Zuckerberg. On ne sait pas trop. Il y a un canard qui a dit The French, l'autre qui a dit The Moroccan. Donc, il va nous dire dans quelques secondes. On vous présente Reda Berelli, qui est avec nous aujourd'hui pour les 40 prochaines minutes. Salut. Merci de me présenter et merci de m'avoir invité pour ce podcast. Vous réalisez un petit peu mon rêve. Mais oui, en plus tu nous l'as dit et c'est un call qui commence, mais tu peux prendre le call, Reda, si tu as besoin. Et donc French Moroccan, les deux, français-marocain, franco-marocain, mais quoi, né au Maroc? Né au Maroc, marocain, né et grandi au Maroc, toujours marocain, pas encore français. J'ai fait mes études en France, à l'INSA Lyon. J'ai fait le département informatique. En fait, pour me présenter rapidement, Désolée Reda, parce que quand même, je vous ai dit qu'il y avait un expert à côté de moi, parce que moi, j'y connaissais pas grand-chose, et c'est Stanislas Lot qui est investisseur chez nous. Hello Stan. Salut Aurélie, salut Reda. Qui va m'aider à mener cette interview et à interviewer Reda sur tous ces sujets qu'on ne connaît pas pour certains et approfondir pour d'autres. Donc tu reprends, vas-y, tes études, ton background. C'est d'ailleurs notre première question à chaque fois. Qui es-tu Reda, à l'adolescent? Quels étaient tes rêves? D'où viens-tu? Mes rêves. Alors, qui je suis? Je suis né au Maroc, j'ai grandi au Maroc, donc j'ai commencé à coder très très tôt dans ma vie. J'étais un élève un peu dissipé. Très très faible capacité de concentration et mes parents ont trouvé un moyen de me permettre de me concentrer en me disant écoute, si t'es premier de la classe, on t'achète la console de jeu que tu veux. Et du coup, j'ai été premier de la classe tout le temps. J'ai eu toutes les consoles de jeu. En fait, à 10-11 ans, j'ai pas demandé une console, j'ai demandé un ordinateur. Et en fait, en recevant l'ordinateur, je me suis dit, en fait, je vais plus jouer aux jeux, je vais créer des jeux. Et c'est là où j'ai commencé à coder. Donc, j'ai commencé très, très tôt. J'ai commencé à faire... très très rapidement du C, du C++, que j'ai trouvé très complexe et du coup je me suis dit finalement je vais faire des sites web. Et j'avais un jeu que j'adorais qui était Pokémon et donc mon premier site internet c'était un site sur les Pokémon et j'avais très peu de visiteurs. Et on est en quelle année là à peu près du coup? On est en 1998-99.
Début du web. Début. Alors, en tout cas, au Maroc, je pense qu'on devait être 1000 personnes à avoir Internet. J'avais même pas Internet chez moi. C'était dans un cybercafé. J'avais un ordinateur et j'emmenais les petites disquettes au cybercafé. Je récupérais tout sur mes petites disquettes 3 pouces et demi et je les emmenais à la maison et je prenais des pages web qui existaient. Je regardais l'HTML. J'ai appris l'HTML sur le tas, en faisant de l'itération, du copier-coller, regarder ce qui change, machin. C'est comme ça que par dichotomie, vraiment. Mais attends, mais il y avait des gens autour de toi qui faisaient ça ou... Non, personne. Ah ouais. Personne. C'est fou. Alors moi, à 11 ans... Ce que j'allais dire, nous on jouait avec de la pâte à modeler. Non, mais voilà. Mais c'est fou quand même. C'est là où ça, tu vois les gens, pourquoi la trajectoire elle est différente. On comprend. Et donc, ton Pokémon préféré, c'était... C'était Pikachu. Forcément. Et le numéro 2, c'était Salamèche aussi. C'était mes starters. Et du coup, ayant très peu de visiteurs, je me suis dit, putain, il faut que je passe à la télé. Et j'ai envoyé un mail à notre présentatrice vedette au Maroc, qui s'appelait, c'était Nadia Larguette, qui faisait l'émission, qui faisait 70% de part de marché, parce qu'il y avait 2 chaînes télé. Il y avait la 2 et la 1. Et elle était sur la 2, et le dimanche soir, il y avait Entracte, c'était le magazine le plus vu du Maroc. Et je lui dis, j'envoie un mail, je lui dis, oui, j'ai fait un site sur les Pokémon, est-ce que tu pourrais en parler lors de ta prochaine émission? Elle me répond. Je pense que je devais être le seul mail qu'elle recevait de tout le mois. Et donc elle me répond, et elle me dit, passe à la télé, passe à la chaîne. Et donc, vu que j'étais mineur, j'y vais avec ma mère. Et oui. Et ma mère s'appelle Nadia aussi. Et bon, on la voit et tout. Elle me dit, c'est énorme et tout. Elle me dit, bon, par contre, c'est pas trop dans ma ligne éditoriale. Moi, je parle plutôt des trucs un peu sympa, trendy et tout. Par contre, il y a Ramzi, qui est présentateur d'une émission qui s'appelle Net Plus Ultra, qui pourra en parler. Et donc, effectivement, Ramzi m'appelle au téléphone. Et 11 ans, quoi. J'avais 12 ans à ce moment-là. Il m'appelle et il me dit ouais, c'est super ce que tu fais et tout machin. Écoute, tu sais quoi, tu vas passer à la télé, machin. En plus, t'es le premier Marocain à avoir fait un site internet et tout. On va faire un truc sympa. Et du coup, je passe à la télé et waouh. Et en fait, à ce moment-là, mon cerveau il a switché et j'ai su que j'allais faire ça toute ma vie. Et du coup, en fait, à 14 ans, je voulais monter une start-up. Ça s'appelait Publicite avec un S. C'est en fait, en gros, c'était un petit jeu de mots. C'était pour aider les gens qui savaient pas coder à déployer des sites. Et donc j'ai codé tout le truc, machin, tout ça, et j'avais déjà le nom de domaine en tête, publicite.ma, machin, sauf qu'au Maroc, en 2000, tu pouvais pas acheter de nom de domaine, tu pouvais pas acheter de serveur. Ta carte en fait bancaire qui avait que des dirhams ne permettait pas de rentrer dans le monde global de l'internet. Et du coup en fait j'étais limité par ma currency. Et du coup, je me suis dit, tant pis, je vais faire des choses illégales. Et j'ai lancé un truc qui s'appelait emuplayer.net. C'était je crois, numéro 3 francophone de l'émulation. L'émulation, c'est jouer aux jeux vidéo sur son ordinateur sans avoir à les acheter. On faisait à l'époque, je faisais, j'étais tout seul. Une équipe. Non, mais je disais qu'on avait une équipe. C'était bien de dire oui, on a un rédacteur et tout, machin, alors que j'étais tout seul. Fake it until you make it, tu savais déjà ça. C'est ça. Et à ce moment-là, d'ailleurs, c'est marrant, Stan, parce qu'à ce moment-là, j'ai créé une monnaie qui s'appelait le Dealing. En fait, c'était une monnaie virtuelle à l'intérieur de la plateforme qui permettait d'avoir des crédits, machin. J'avais créé un petit MMO et tout. Et on faisait à peu près 2000 visites uniques par jour. C'était pas mal, et je faisais un peu d'argent avec une zone membre payante, à peu près 400 € par mois. C'était 3 fois le SMIC marocain. Ouais. Et tes parents, ils sont au courant à ce moment-là? Non, pas du tout. Et d'ailleurs, le jour où je reçois un mail de Nintendo me disant « Ah, ce serait bien que vous enleviez les ROM Game Boy Advance et tout », j'ai eu des sueurs froides. Après, je me suis dit « Mais attends, je suis au Maroc, qu'est-ce qu'ils vont faire ?» Et donc, je leur envoie un mail, je leur dis « Venez me chercher, je suis au Maroc. » Et en fait, 3 mois plus tard, ils ont fermé mon site.
Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'à 18 ans, quand je suis venu faire mes études ici, j'avais peur qu'on m'attrape à la frontière. En mode, oui, vous avez fait un truc hyper illégal. Parce que tu sais, il y avait les trucs là des gens qui faisaient du piratage. Bon, voilà, maintenant c'est prescrit. Hein. C'était il y a 24 ans, donc venez me chercher. Il y avait cette pub Adopi qui passait. Je sais Ouais, pas si ouais. c'est Adopi, mais. C'était pas Adopi à l'époque. C'est du vol. C'était le truc du FBI là. Oui, piratage, c'est du vol. Que tu voyais souvent dans tes DivX, tu sais. Génial, bien, mais écoute, ça nous met un peu sur. Il a créé une monnaie, donc 24 ans après, tu recrées une monnaie. Et c'est fou, hein. C'est des boucles, hein. C'est exactement. C'est des boucles, c'est marrant parce que après je viens en France, j'étudie à l'INSA, je fais le département informatique. En fait, j'ai fait que monter des boîtes. Voilà, j'ai créé une première boîte, ça s'appelait Mixo TV. Je trouve que c'était un beau succès produit, mais pas du tout un succès business. Et du coup, en fait, ça c'est après une potentielle exit qui s'est très mal passée. J'ai dû liquider la boîte. Donc c'était un gros échec qui m'avait pas mal pesé. Mais en fait, j'ai tout de suite rebondi et tout de suite monté une autre boîte. On était 3 associés. On a fait une boîte qui s'appelait Square Break. On faisait de la location de maisons de vacances avec service hôtelier. Et en fait, le vrai secret de Square Break, on était très peu à l'avoir compris dans le monde du private rental, c'est les opérations, c'est vraiment de la merde. Et donc en fait, en gros, on a essayé d'innover là-dessus en streamlinant les opérations des property managers grâce à la technologie. Et donc j'étais le CTO de cette boîte et j'ai monté un truc qui s'appelait HOS, Hospitality Operating System, qui permettait de scaler les opérations des property managers. Donc en gros, tous les trucs qui pouvaient être automatisés, on les a automatisés. Et tout ce qui pouvait être scalé, on l'a scalé. Et du coup, un property manager qui pouvait gérer en haute saison 12 à 13 propriétés, avec notre technologie, il pouvait en gérer jusqu'à 40-45. Et du coup, on a professionnalisé le métier parce que les gars, en fait, qui arrivaient à avoir 40-45 propriétés sous gestion, démultipliaient leur chiffre d'affaires et streamliner leurs ops. On leur amenait un cahier des charges et ils pouvaient vraiment être au top opérationnel. Et on leur apportait, on avait aussi fait une petite centrale d'achat, ça c'était Maxime qui s'en occupait. En gros, on leur donnait du matos pour être au top aussi. Et en fait, c'était une histoire assez explosive parce que on a levé, Accor a investi chez nous en février 2016. Et en août 2017, on s'est fait racheter. On a fait une croissance d'à peu près 500% en 12 mois. On est passé de 1 million à 6 millions de GMV en 12 mois. Et moi, je croyais énormément à ce modèle distribué où on empower un écosystème d'indépendants pour créer leur propre écosystème business grâce à la technologie. Et voilà. En fait, après cette acquisition, j'ai commencé à regarder bien en détail le monde de la blockchain et de la crypto. Ouais. Et surtout de la décentralisation. C'était dans la continuité en fait de ce modèle distribué. C'est comment tu alignes les intérêts des gens de façon à ce que tout le monde amène un effort additionnel vers une vision unifiée. Et c'est là où on a créé la Key Foundation. En fait, je dis encore on, mais en fait, j'ai créé la Key Foundation à ce moment-là et j'ai commencé à onboarder du monde avec moi et là, on est devenu on. Mais effectivement, ma vision, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut trouver un moyen d'aligner tout le monde autour d'un intérêt unique pour fournir cet effort long terme vers un futur désirable. Et justement, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la Key Foundation et après sur ce qui en a découlé et notre rencontre, enfin votre rencontre avec Stan Mais avec Stan, c'est une longue histoire d'amour. Écoute, la Key Foundation, c'est simple. C'est une organisation décentralisée, en fait, dans la limite de la légalité, bien évidemment, parce que c'est une boîte qui est détenue par une association de loi 1901, donc il n'y a pas d'equity dedans. Mais en fait, ce qui définit la valeur de ce qui a été créé, c'est un token qui s'appelle le Key. En fait, le Key, pourquoi ? Parce que c'est énergie en japonais. Et je considère que tout est énergie. Bon, là, on va dans des trucs philosophiques et tout. Mais voilà, en fait, en gros, le sous-jacent de tout ce qu'on fait, si on arrivait à avoir de l'énergie illimitée et infinie, je pense qu'il y aurait la paix dans le monde. Parce que, avec une énergie infinie, on peut créer n'importe quel type de ressources. En fait, tout est possible avec l'énergie infinie. Et donc, c'est pour ça que ça s'appelle le Key. Et
il y a la long story, c'est que initialement, je voulais leverager un petit peu cette connaissance que j'avais dans l'hospitality, en créant un produit qui allait être distribué dans les chambres d'hôtel et dans les maisons de vacances pour vendre du service et améliorer l'expérience. Donc on avait fait un petit device, donc je fais du hardware. Aussi. Oh là 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 là. Ouais, j'en ai des frissons rien que d'en reparler. Ça coûtait super cher. Et c'est pour ça que hardware is hard. Hein. Mais sinon, c'est pas vrai, Daphne finance le hardware. Exactement. Vous êtes courageux. Là, c'est moi qui l'ai financé. et non, pour moi, c'était important d'avoir un truc qui marchait avant d'aller dire venez investir dans ce truc-là. Et ça marchait. C'était un device qui se branchait dans n'importe quel... Moi, j'essaie vraiment de penser comment on peut se plugger dans un environnement avec la meilleure expérience guest, etc., etc. Et donc, l'idée, c'était d'avoir un store décentralisé dans ce device. On a créé notre propre OS. C'était un fork d'Android. Enfin, on a fait un truc de dingue, vraiment. Et d'ailleurs, j'avais un device chez moi à la maison. Je n'utilisais plus que ça. Et on a fait tourner Deliveroo et tout dessus. Hein. On pouvait passer des commandes. Rien à voir avec les petites tablettes que vous pouvez voir sur les trucs. C'était vraiment, on a fait un truc de malade avec un système de gestion de flotte et tout. Enfin, c'était un truc de ouf, vraiment. J'en suis fier. Mais, au moment où on a commencé à équiper les hôtels, en janvier 2020, il y avait un petit truc qui s'appelait Covid. Et donc, il y a eu le Covid. Et en fait, on avait signé quelques hôtels et tout. Et on voyait les chiffres. C'était incroyable. Vraiment, c'était ouf. Et je me voyais déjà sur un yacht et tout. Bravo l'empreinte carbone. T'as eu un discours très Yankovici pendant un moment. Et là ça a dérapé. Là. Non, mais en fait, en gros, ce qui s'est passé, il y a eu le Covid. Et en fait, on avait à peu près 450 000, 500 000 euros de contrats avec des hôtels. Et en fait, tout a disparu en l'espace de 2 semaines. En vraiment 2 semaines, on a perdu à peu près 80% des commandes, ce qui est compréhensible. Hein. Tous les hôtels sont fermés, on n'a aucune visibilité. Et à ce moment-là, en fait, j'ai une petite semaine de déprime en me disant waouh. Ça fait combien de temps que tu bosses là sur le projet à ce moment-là ? J'ai commencé vraiment, sincèrement, en 2017, avant l'acquisition. J'ai eu la vision de ce truc avant qu'on se fasse racheter. Et donc, ça faisait à peu près 3 ans que je le finançais et sérieusement. On avait un produit, tu vois, j'ai fait de la R&D assez solide. Et vous êtes combien là dans la boîte à ce moment-là ? À ce moment-là, 1, 2... Ah non, au moment du Covid. Ouais, exactement. Ah non, au moment du Covid, on est 7. Ok. Au moment du Covid, on est 7. Mais attention, parce que en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, quand je pense quelque chose et quand je fais un projet, je pense vraiment tout le temps end-to-end et écosystème. Donc, il y a le go-to-market, mais il y a aussi qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans. Donc, j'essaie d'avoir toujours cette vision de comment on va le faire. La vision, ça n'a pas été de développer ce device. Ce device, c'était pour moi un moyen d'avoir accès à une communauté de travelers qui deviendraient clients et utilisateurs et que je pourrais onboarder ensuite dans un truc qui allait être une fintech. L'objectif, c'était d'avoir une carte de paiement avec un système de loyalty cross-brand hôtelière. Et donc de créer les nouveaux miles et que le key soit le sous-jacent économique d'un système. Bon, bref, c'était ça la vision, la big picture. Et en fait, en gros, je me suis fait casser les genoux par le Covid. Mais t'es reparti, là c'est reparti. Quoi donc ? L'ouverture des hôtels. Ouais, mais non. Honnêtement, moi j'aime bien être focus quand même, même si j'ai une vision large. Le device, on l'a toujours, hein, et l'OS, on l'a toujours. Mais si jamais tu as envie de relancer un truc comme ça, il y a quand même des mises à jour, il y a du taf, il y a une équipe. En fait, il faut avoir une équipe derrière. Et donc, en fait, voilà, pour revenir à l'histoire et qu'est-ce qui s'est passé ensuite, en fait, à ce moment-là, je me dis, putain, faut qu'on trouve un autre moyen. Du coup, je me dis, faisons la endgame vision maintenant. Maintenant, ok. La fintech maintenant. 11. Et après, je me dis, mais attends, c'est pas possible. Parce que je commence à étudier un peu les modèles des fintech, Revolut, N26. Je vois que tout le monde perd de l'argent. Et je fais, mais c'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce que je vais aller lancer une fintech et je vais dépenser 20 € par utilisateur par mois. Pourquoi ? Et donc là, je me dis, comment on va prendre un angle intéressant ? Je fais, on va faire un truc segmenté sur les high net worth. Et après, je me dis, mais en fait, putain, c'est vrai qu'il y a une expérience de ouf. C'est quand j'ai vendu ma boîte, j'étais pas du tout impressionné par les services qui m'étaient fournis par les banques privées. Et j'appelle tous mes potes qui ont soit vendu leur boîte, soit fait une exit partielle ou autre. Et je leur dis, est-ce que tu es en banque privée ? Et je commence à interviewer. J'ai fait 100 calls
en l'espace de 3 semaines. Et 99% des gens que j'ai eu au téléphone me disaient « Ma banque privée, c'est de la merde, d'ailleurs, je suis en train de partir. » Et donc là, je me dis « Waouh, ok, il y a un truc à faire là. » Et en plus, j'avais l'habitude de partager mon deal flow en tant que business angel avec tous mes potes. Et je me suis dit, mais en fait, en plus, quand j'investis, souvent, j'investis dans des boîtes sympas. Et je me dis, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un club d'investisseurs avec une vision full stack, payment services, plateforme d'investissement et communauté et plateforme lifestyle, qui va être mon go-to-market pour créer cet écosystème décentralisé, c'est sous-jacent économique sur le qui. Et c'est comme ça que Club est né. Club est né du Covid. Et comme quoi, tu vois, il y a plein de choses positives aussi qui en sont sorties, même si ça a été terrible. Pas que les tests PCR. Ouais. Et peut-être avant d'attaquer la partie Web3, parce qu'on a souvent l'impression que Club, la face visible de Club, c'est ça, c'est celle que tu viens de décrire, alors que Club, c'est une boîte qui est beaucoup plus ambitieuse et beaucoup plus complexe que ça. Tu peux nous expliquer un peu rapidement ce que fait Club aujourd'hui ? En fait, aujourd'hui, Club, donc en quelques mots, c'est un club d'investisseurs privés avec bientôt un compte de paiement avec carte de paiement crypto-friendly, une plateforme d'investissement avec des opportunités à haut risque et à haut rendement. Donc il y a beaucoup de haut rendement quand il n'y a pas les cryptos qui se cassent la gueule. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que notre positionnement est un positionnement d'aller chercher toujours des blue chips et des opportunités assez early pour limiter le downside. Donc même quand tout se casse la gueule, en fait, c'est pas la même chose que d'acheter de la crypto sur le marché sans avoir une stratégie. Donc nous, on définit des stratégies, on crée des produits assez bien structurés et bien réfléchis pour, même quand ça casse la gueule, ça génère toujours du rendement. Et aussi la plateforme lifestyle qui pour nous est hyper importante parce que comme je te l'ai déjà dit, je suis un épicurien et je pense que dans cette vision d'accomplissement, il y a aussi en fait le kiff. Donc c'est un truc qui est important pour nous. Et donc en fait, pour entrer dans le club, la première chose qu'une personne doit faire, en fait, c'est de faire son premier investissement, c'est d'acheter du Ki. Donc le Ki, c'est cette crypto-monnaie qu'on a. Voilà, okay. C'est un digital asset qui vit par-dessus notre propre blockchain. Donc c'est la Keychain qui est basée sur le SDK Cosmos. SDK, c'est Software Development Kit. Donc c'est une technologie qui est open source et que tout le monde peut utiliser pour lancer sa propre blockchain. Ça a l'air facile comme ça. Mais en réalité, pour pouvoir lancer sa propre blockchain, il faut aussi un écosystème de validateurs. Ce sont un peu les mineurs qui vont sécuriser ta blockchain pour pas que ce soit centralisé, etc. Et là, on est en train de rentrer un peu dans le dur du sujet du Web3. Est-ce que tu peux nous refaire un peu les différents... Il y a plein de gens qui ont des avis un peu différents sur ce à quoi va ressembler le Web3 et sur l'avenir des différentes chaînes. Toi, tu as un avis qui est assez tranché là-dessus. Est-ce que tu peux nous refaire un peu la structure et les différents courants de pensée, si on peut dire, du Web3 ? En fait, ouais, c'est intéressant de se dire, en fait, le premier protocole de consensus, alors juste pour expliquer ce que c'est un protocole de consensus, c'est comment est-ce que les validateurs et les mineurs s'accordent sur le résultat du contenu d'un bloc avant qu'il soit validé, vérifié sur la blockchain. Et donc, en fait, le premier protocole de consensus qui a été utilisé en prod, parce que ça existe depuis longtemps, tous ces trucs-là, toutes ces notions théoriques. Mais en prod, c'est Bitcoin. C'est le proof of work. Donc, en fait, c'est cramer de l'énergie pour valider un bloc. Cramer de l'énergie, pourquoi ? C'est pour qu'il y ait en fait une incentive à ne pas essayer de faire des bêtises sur la blockchain. Donc, en fait, c'est juste purement artificiel. On crame de l'énergie de façon totalement artificielle pour que ça coûte très cher de valider un bloc. Pour que les gens se disent putain, je vais pas dépenser 7 000 € d'électricité pour peut-être faire en sorte qu'on me dise bah non, ce bloc il est pas bon. Donc quand je le fais bien. Donc ça, c'est le proof of work. Ensuite, il y a le proof of stake et delegated proof of stake qui permet de faire des choses un peu plus scalables et vraiment moins énergivores. Par exemple, aujourd'hui, notre blockchain ça consomme que dalle, hein. C'est même pas l'équivalent d'une ampoule sur une année. Hein. On est sur quelque chose de beaucoup moins énergivore et beaucoup plus green là-dessus. Et on a le stake, c'est quoi ? C'est que quelqu'un mette en jeu de l'argent pour dire je suis prêt à risquer mon argent pour valider des blocs. Et si jamais je fais une bêtise ou j'essaie de faire une bêtise sciemment,
je suis prêt à prendre le risque de me faire couper 5% de mes fonds. Donc les gens en fait se tiennent à carreau. Et ça, c'est le Delegated Proof of Stake. Donc ça, c'est pour le protocole de consensus. Et en fait... Peut-être juste pour expliquer globalement, historiquement, c'était le Proof of Work et Ethereum et Bitcoin étaient sur le Proof of Work et le marché est en train d'aller vers le Proof of Stake et qui est beaucoup plus respectueux de l'environnement et la plupart des chaînes qui se créent aujourd'hui sont sur ce mécanisme-là. Exactement. Et donc, en fait, la vision d'Ethereum initialement, qui a été créée par des génies même, Ethereum, c'était d'être le super ordinateur décentralisé que tout le monde utiliserait pour faire tout. Jusque-là, ils ont quand même pas mal réussi sur leur stack technique, leur machine virtuelle qui permet de faire tourner des logiciels. Parce qu'en fait, en gros, maintenant, on peut créer des smart contracts, c'est des contrats intelligents qui s'appuient sur le fait que certains inputs vont être vérifiés pour pouvoir lancer un algo qui va donner un output vérifiable. Et donc ça, c'était la vision d'Ethereum. Sauf que petit à petit, on se rend compte que le fait de faire une chaîne qui fait tout, en fait, elle finit par rien faire correctement. Et c'est là où la vision de plein de chaînes a commencé à se créer autour de l'interopérabilité. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour avoir des chaînes souveraines qui vont être interopérables et chacune va être spécialisée dans un secteur particulier. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que je pense que l'approche d'Ethereum, d'être capable de lancer des smart contracts, est une bonne approche, ne serait-ce que pour du prototypage. Parce que développer une chaîne et développer de la logique métier sur des protocoles de consensus, c'est très dur. Donc, quand on le fait, on a intérêt à avoir validé notre modèle. Et donc, en fait, prototyper en faisant des smart contracts, il n'y a pas de souci. Mais par contre, à partir du moment où tu as envie de scaler, si tu veux pouvoir gérer des millions de transactions, en fait, c'est pas en ayant un smart contract qui vit sur une chaîne que tu vas pouvoir le faire. Et en plus, d'un point de vue économique, ça n'a aucun sens. Pourquoi je vais aller builder une application où je vais attirer des millions d'utilisateurs sur une chaîne qui va me faire payer $10 par transaction par utilisateur? Non, mais c'est n'importe quoi. Et donc, en fait, en gros, moi, je suis un défenseur pour que chaque projet blockchain qui veut lancer son token, il peut prototyper s'il veut sur une chaîne ou sur une autre chaîne, machin, mais derrière qu'il aille lancer sa propre chaîne. Et c'est là où je trouve ça magnifique ce que fait Cosmos. Cosmos a eu cette vision très tôt en mode, vous pouvez lancer votre propre chaîne, votre propre applicatif. Par contre, c'est vrai que c'est difficile parce qu'il faut attirer les validateurs. Il faut attirer des professionnels qui vont être incentivés à sécuriser ta chaîne. Nous, on l'a fait. C'est dur. Maintenant, on commence à avoir une chaîne bien décentralisée avec des acteurs professionnels qui sécurisent notre blockchain parce qu'on a fait nos preuves. Mais c'est difficile. Donc, en fait, tu finis toujours à te retrouver au début avec ta chaîne et 4 validateurs, c'est toi. Et c'est ce qu'on a fait nous aussi au début. Hein. Mais au final... Cosmos propose aux gens de lancer leur propre chaîne et de partager la sécurité de la chaîne principale, le hub, donc Cosmos, avec ses autres chaînes. Donc, pas besoin d'avoir ses propres validateurs. C'est les validateurs de la chaîne principale qui sécurisent et donc ils vont bénéficier de l'incentive de valider des blocs de l'autre chaîne. Peut-être pour donner le schéma de lancement d'une chaîne, c'est qu'au départ, tu es assez peu sécurisé parce que tu as peu de validateurs et il y a cette espèce de filtre où il faut que tu arrives à attirer des validateurs externes qui, eux, vont investir sur toi. Donc, donc il y a une espèce de filtre à l'entrée sur tous ces trucs-là où pour que ce soit sécurisé, il faut attirer des validateurs et pour attirer les validateurs, il faut avoir un projet sérieux. Exactement. Qui est un des trucs intéressants. C'est ça, en fait. Alors que dans l'écosystème Ethereum ou tout ce qui est EVM, donc c'est Ethereum Virtual Machine, donc en fait, ce sont des blockchains très rapides comme Polygon, Avalanche ou autres qui peuvent gérer des milliers de transactions par seconde, mais en fait qui sont pas du tout sécurisés, qu'on se le dise. C'est en fait il y a ce qu'on appelle le trilemma. Le trilemma, c'est un trilemme de sécurité, scalabilité, décentralisation. C'est ça. Donc en fait, forcément, pour l'instant, il n'y a pas eu de protocole de consensus qui résout ce trilemme. Alors nous, on a fait des papiers de recherche sur un protocole de consensus qui, je pense, résout ce trilemme.
qui s'appelle Proof of Reputation, qui permet d'avoir quelque chose de scalable et en même temps sécurisé et en même temps décentralisé. On l'a pas encore implémenté parce que, encore une fois, développer des protocoles de consensus, c'est compliqué. Et nous, on a décidé de faire plutôt du go-to-market business plutôt que de... Mais par contre, c'était important pour nous de réfléchir et de nous dire « Ah ouais, on a une solution à ce problème ». Et donc, pour revenir à l'histoire, moi, je pense que le futur de la blockchain, c'est un futur des blockchains. Et aujourd'hui, la technologie qui s'est le plus rapprochée de cette vision, c'est la technologie de Cosmos. Donc, c'est Cosmos SDK. Et peut-être un des trucs qui est intéressant quand même, et tu le diras pas, mais c'est que quand vous vous êtes lancé sur Cosmos, c'était le truc de hippie de la blockchain qui était très très peu utilisé. Et force est de constater aujourd'hui que, alors c'est pas un consensus que ça va se passer comme ça, mais c'est aujourd'hui un très gros succès, quoi. Aujourd'hui, c'est un très gros succès. Effectivement, nous, quand on a commencé à regarder les technologies sur lesquelles on allait s'appuyer pour builder, on a fait un vrai benchmark. J'ai encore la spreadsheet avec toutes les technologies qu'on a analysées. Et Cosmos, pour être honnête, il y avait Cosmos et Substrate qui se battaient en duel. Toutes les autres étaient clairement... Substrate, c'est la base de la technologie de Polkadot. Donc Polkadot, et ce qui nous a fait partir chez Cosmos, vraiment, c'est le côté souveraineté. Parce que Polkadot, pour pouvoir se lancer en tant que parachain, et ben en fait, tu es dépendant de la chaîne principale, même si tu as ton set de validateurs. Donc, si tu veux pouvoir participer à l'économie globale de la chose, tu dois payer une dîme à la chaîne principale. Bon, super modèle économique pour le DOT, qui est le token de Polkadot. Mais en fait, non. Si je crée une chaîne qui est à moi, je préfère payer dans ma propre monnaie. Je vais pas aller payer. Et donc, en fait, clairement, c'était le côté philosophique et stratégique qui nous a fait tendre vers Cosmos. Et c'était un pari gagnant. On s'en est rendu compte. On était quoi ? On était 4 vrais projets à utiliser Cosmos SDK au moment où on a décidé de faire Cosmos. Et aujourd'hui, on a des centaines de projets qui se lancent sur Cosmos. Et alors, attends, il y a beaucoup de gens qui lancent des blocs parce que je suis un peu moi, je suis un peu perdue et ça représente combien de personnes, tu vois, qui veulent aujourd'hui lancer des blockchains, enfin des blocs comme... Je pense qu'il n'y a plus que ça. Parce que tout entrepreneur qui m'approche aujourd'hui est en train de quitter le Web 2 pour aller se lancer dans le Web 3 et donc de lancer des projets blockchain. Et je pense que toute personne qui veut se lancer dans un projet blockchain devrait penser à lancer sa blockchain. Alors peut-être que ce n'est pas pertinent et stratégique sur le court terme, mais... force est de constater qu'on est en train de vivre un shift de paradigme dans notre société où je pense que même l'employé salarié moyen qui n'a pas jamais pensé de toute sa vie à investir comprend que le modèle de la société le pousse à être impliqué dans le monde de la finance en ayant plus le contrôle sur ses investissements. Et donc, du coup, il y a une hyper-financiarisation de tout. Et donc, en fait, en gros, donc on a plus de consommateurs sur ces sujets blockchain. Et donc, en fait, les gens veulent être impliqués, veulent de la transparence et la blockchain résout tout ça. Et donc, en fait, je pense que tout entrepreneur aujourd'hui qui lance un business sans penser à ce shift de paradigme, qui est que les gens veulent de la transparence, veulent de l'implication, veulent du stakeholder. Moi, je le dis, je l'ai souvent dit, je pense qu'on a atteint les limites du capitalisme tel qu'on l'a connu ces 50 dernières années. Et c'est le capitalisme où, en fait, il fallait réduire un maximum les coûts pour augmenter au maximum les profits. Whatever happens, on s'en fout de réduire la qualité du produit tant que le consommateur s'en rend pas compte. Donc, c'est assez sneaky. Et en fait, là, aujourd'hui, on est en train de tendre vers un modèle qui est le stakeholder capitalisme où tes consommateurs, tes fournisseurs, tes partenaires sont stakeholders chez toi. Et donc, tu n'as aucun intérêt à penser short term. Parce que si tu penses short term, les gens s'en rendront compte et tu trahis la confiance qui t'a été donnée et tu le sentiras financièrement. Et peut-être après on peut revenir sur l'échelle, mais là c'est une des questions qu'on a souvent, c'est pourquoi le Web 3. Et ce qui est intéressant, c'est que toi t'es une des personnes qui est assez reconnue pour être long terme dans le Web 3, là où il y a énormément de gens qui vont profiter d'effets spéculatifs et qui vont être très court terme.
Donc toi, ce que tu dis, c'est le Web 3, ça a du sens parce que c'est un nouveau type de répartition de la valeur. Et je pense que c'est ça qui nous a amené aussi. Hein. Nous, on est un peu plus récent là-dedans. On s'est vraiment mis il y a un an. Et un des trucs qui nous a choqué de manière macro, c'était que il y a une époque, même si on prend le monde des startups dans lequel on évolue, c'était les investisseurs qui mettaient des termes indécents. Si on prend les années 2000, on reprend les term sheets des années 2000. Enfin, on rigole en les voyant, en se disant mais comment les gens ont pu signer des trucs pareils. C'est s'il y avait un effet où il y avait ça manquait de capital par rapport au projet. Ensuite, il y a eu un effet dans lequel on est peut-être aujourd'hui, où les fondateurs sont extrêmement avantagés. Je pense que les investisseurs signent des termes aujourd'hui qui sont assez durs, et les fondateurs, si on prend un cas général, sont un peu plus avantagés. Il y a peut-être un problème de répartition de la valeur, peut-être même fondateur, employé, utilisateur. Et nous, un des trucs qu'on a trouvé super intéressant, c'est de dire, OK, à partir du moment où il y a un token, on résout non seulement le sujet investisseur, fondateur, employé et consommateur. C'est ce que tu disais, mais nous, c'est un des sujets qui nous a amené là. On nous demande souvent, finalement, qu'est-ce que ça change de Web3? Il y a plein d'applications qu'on pourrait faire sans. Et nous, c'est un des trucs qui nous a amené là-dedans, quoi. Ouais, mais totalement. Je pense que le sujet principal, c'est ce que tu viens de décrire. C'est que de façon transparente, open et permissionless et fair, tu peux définir ta répartition. Tu peux te dire, en fait, les employés ils prennent 5% ou d'une façon ou d'une autre. Mais c'est open. Donc, c'est dans le protocole. Et à partir du moment où tu as onboardé des validateurs dans ton écosystème et que tu as onboardé une communauté, en fait, tu peux plus venir et revenir en arrière et dire, maintenant, c'est ça. Tu es soumis à ta communauté, tu es soumis. Et donc, c'est une bonne chose parce que, en fait, c'est l'accountability. Je parle souvent, en fait, c'est le truc qui me débecte le plus, c'est l'industrie agroalimentaire. Dans l'industrie agroalimentaire, en fait, c'est le mal qui tue notre société aujourd'hui. Parce que l'industrie agroalimentaire, sur les 40 dernières années, a cherché à surproduire, ce qui est un souhait qui peut être louable. Mais le problème, c'est qu'ils ont fait ça sans réfléchir à comment. Et donc, en fait, les pesticides, les engrais, les OGM, toutes ces choses-là, où en fait, l'objectif, c'était juste le step 1, j'ai plus de produits à vendre. Les gens vont pas se rendre compte que je leur vends de la merde. Parce que peut-être qu'ils auront un cancer dans 40 ans. Et en fait, c'est pas grave. Et en plus, on saura pas de toute façon que c'est mes fraises qui étaient pourries et qui leur ont donné ça. Et donc, en fait, c'est ça le vrai sujet. C'est que ils s'en foutent, en fait. L'objectif, c'est juste de vendre plus et de faire un maximum de profit. Et malheureusement, les incentives, qui sont de mauvaises incentives, sont mal alignés, qui sont ceux de l'Union européenne. En fait, c'est la politique agricole commune qui était de financer l'industrialisation de ça. Et donc, en fait, on a juste craché sur des centaines et des milliers d'années de connaissances empiriques de comment on fait de l'agriculture pour s'appuyer sur le développement d'un écosystème économique short term. Et ça, c'est dégueulasse. Je me rends compte qu'aujourd'hui, quand tu achètes des confitures à la fraise, ta confiture à la fraise, c'est du rouge de cochenille, c'est des pépins de fraise, du sucre et des saveurs artificielles. C'est incroyable de se dire ça. Que, en fait, au lieu de prendre des fraises et d'utiliser la recette historique d'il y a des centaines d'années, en fait, ils explosent ta fraise en pulpe, pépins, sucre et autres, et ils te le reconstruisent après derrière. Ça n'a aucun sens. Il y a un bouquin incroyable, on va se faire engueuler par Auré si on dérape trop, mais il y a un bouquin incroyable qui s'appelle « Me dites pas que vous allez manger ça » et c'est un acheteur qui te raconte tous les trucs qu'il a fait. Il a fait des trucs atroces, oui. Il achète du poivre, il se rend compte dans le conteneur que t'as genre des centaines de rats morts dans le truc. Et du coup, il filtre les rats parce que il est dans la merde. Mais il se dit, une fois que j'ai filtré les rats, why not? Sauf qu'en fait, les rats, évidemment, ils ont des déjections. Ouais. Et les déjections font exactement le même diamètre que le poivre. Donc le gars dit, putain, j'arrive pas à les filtrer, pénible. Et dans le poivre donc pas en grains, mais que tu mous là, en fait, t'as le droit d'avoir, je crois que 30% de substances inconnues qui n'est pas du poivre. Du coup, il va tout moudre et derrière, il va rajouter autant de poivre bon qu'il faut pour arriver à alors je sais peut-être plus 30%, c'est peut-être 10%, mais pour arriver à 10% de trucs inconnus. Et du coup, il explique qu'en fait, ce poivre-là s'est retrouvé sur le marché avec les déjections dedans parce que, les lois l'autorisent. Voilà. Mais les lois, qui fait les lois? C'est assez incroyable. C'est les industriels vont venir pleurer auprès du régulateur et dire,
ah putain, mais si vous faites pas cette loi qui nous permet de faire ça, nous on est mort. Et si on est mort, il y a plus d'emploi. Et s'il y a plus d'emploi, et donc en fait, en gros, on est vraiment sur du short term. Et ça, c'est le problème. Mais ça c'est intéressant, juste pour revenir sur la blockchain, parce que moi, nous on y est rentré plus par le côté répartition de la valeur, alors que historiquement le Bitcoin c'est plus un sujet sur reprendre le contrôle de ses finances par rapport aux banques. Enfin, il y a quand même plusieurs entre guillemets courants de pensée dans cet écosystème-là, quoi. Mais du coup, j'ai une question. Comment les banques aujourd'hui qui pilotent notre économie, comment elles réagissent? Est-ce que toi, tu as été contacté parce que finalement, vous êtes en train de créer une concurrence complètement enfin, je sais pas. Pour moi, je comprends un peu que, voilà, en gros, les banques ne répondent pas aux besoins des gens qui ont envie de financer et d'avoir plus de transparence sur leurs investissements, pardon. Et vous répondez un peu à ce pain et vous êtes en train de créer un modèle qu'elles peuvent pas contrôler et qu'elles peuvent vraiment. Je pense vraiment. Et même que... l'État, comment ils font? Parce que là, si c'est ce truc. Je pense que, comme je l'ai dit, il y a un shift de paradigme. Il faut l'accepter. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Le chiffre, c'est 8,5% des Français qui ont des assets digitaux, alors que 6% des Français ont des titres cotés internationaux. Ils ont plus d'assets digitaux que de titres cotés internationaux. Pourquoi? Parce que c'est inclusif. J'ai pas besoin d'aller m'inscrire sur Interactive Broker, apporter la preuve que je suis investisseur professionnel, blablabla, et si, tout ça, pour pouvoir acheter des assets. Donc, en fait, c'est ça qui est dingue. C'est qu'aujourd'hui, alors, la régulation, c'est hyper important. La régulation, ça protège les gens. Donc ça, c'est un truc il faut le savoir et c'est important. Sauf que le side effect de la régulation qui a été construit dans les années 80-90, qui protège effectivement les gens contre les arnaques et les escrocs, le side effect, c'est que ça a apporté une limitation sur notre capacité à s'engager dans le système financier. Et aussi a donné un terrain de jeu magnifique aux brokers. Et donc, les brokers, ils kiffent quand c'est pas transparent parce qu'ils peuvent se gaver. Et donc, en fait, en gros, quand tu poses ton argent chez un asset manager et que ton argent, il a fait une performance de 25-30%, derrière, tu vois 3,4%. Pourquoi? Parce qu'il y a un millefeuille de commission qui a été pris par des brokers qui respectent, eux, la régulation, les contrôles officiellement. Et donc, en fait, ils sont payés pour ça. La compliance, ça a un coût. Tous ces éléments-là, ça a un coût. Et donc, du coup, il faut l'impacter d'une façon ou d'une autre. C'est impacté sur l'utilisateur final, qui est celui qui fournit le capital. Ouais. Est-ce que, c'est pas normal. Quand on voit que tous les patrons du monde de la finance sont les personnes les plus riches de la planète, est-ce qu'on se dit pas qu'il y a quelque chose qui marche pas? Que c'est bizarre. Les mecs les plus riches sont ceux qui déploient mon argent. Et moi, je prends des fois même des performances négatives. Quand lui, il reste toujours riche. Donc c'est bizarre. Et ben oui, en fait, c'est normal parce que avant que le ruissellement des rendements arrive vers toi, en fait, il y a plein de gens qui ont mangé avant, que tu gagnes ou que tu perdes. Et ça, je pense, c'est un modèle qui ne marche plus. Parce que grâce à la blockchain apporte cette transparence dans un environnement trustless. Et donc, on a la possibilité de faire confiance au code. Et donc, on n'a plus besoin d'avoir 1000 acteurs au milieu qui vont se gaver. Il n'y a que des validateurs qui fournissent l'infrastructure, qui prennent un petit cut qui est ultra transparent. Et derrière, c'est l'utilisateur qui déploie son capital. Et donc, nous, c'est le modèle auquel on aspire. C'est notre modèle, par exemple, chez Club, c'est qu'on ne prend pas de transaction fees. On est uniquement sur le succès, sur l'upside et sur le rendement. Donc, on prend 20% de commission sur le rendement et après, en fonction du rank de la personne chez Club, on redonne le rendement parce que les gens achètent du qui. Ils sont alignés avec nous. On n'a aucun intérêt à les dépouiller en commission parce qu'ils sont stakeholders. Donc, en fait, on a cette vision long terme où on dit si vous êtes membre Black, donc tu as 150 000 qui, en fait, on te rembourse 75% des commissions qu'on te prend. Et du coup, c'est comme ça qu'on crée un écosystème qui est sustainable. Sûr, ouais.
Mais je voudrais revenir 2 secondes sur la régulation, parce qu'on a l'impression que tu considères que la régulation est un truc très mauvais, alors que moi, un des trucs qui m'a choqué, et que, parce on partage souvent ensemble quelques deals, et Reda me dit toujours, bah, là, aujourd'hui, ils sont du bon côté de la ligne réglementairement, mais fais gaffe, parce que dans 2 ans, il y a un petit risque qu'ils soient du mauvais côté de la ligne, quoi. Ouais. Et t'es très là, tu te donnes l'impression d'être assez anti-régulation, alors que, non, c'est quelque chose auquel tu fais très attention. Je suis pas anti-régulation. C'est ce que je ressens quand on parle, quoi. Je suis anti-incumbent. Je suis anti-acteur historique. Ouais. La régulation, c'est hyper important. Je l'ai dit au début. Parce que, en fait, mais la régulation telle qu'elle a été notée, donc la transparence, le fait de faire les choses correctement et de respecter. Parce que moi, j'ai pas envie que quand je déploie mon argent, que ça aille financer des terroristes. Moi, ça me ferait chier que mes investissements permettent à des gens de faire des choses illégales. Éthiquement, ce n'est pas acceptable. Et donc, effectivement, il faut qu'on soit capable de mettre en place les systèmes de contrôle nécessaires pour faire. Et ça, j'aurais pu en 2018, 2019, me dire, viens, on fait comme tout le monde, on fait de la DeFi comme des barbares et on se gave. Non, nous, dès le départ, on a décidé de faire les choses les plus carrées d'un point de vue régulatory. On a regardé, on s'est dit, tu sais quoi, tout ça, ça va pas durer. On a pris un cabinet d'avocats qui nous accompagne sur tout l'aspect régulatory et on leur a dit, regardez ce qui se fait de plus dur en termes de régulatory sur les securities. Même si je pense que sur plein d'autres aspects, il ne faut pas que ce soit aussi contraignant, parce qu'il faut donner l'accès aux gens de façon inclusive, mais en même temps sur les contrôles, il faut être aussi dur que sur les securities. Et donc c'est ce qu'on a mis en place. Nous, par défaut, c'est ce qu'on a fait. On a été 100% compliant. D'ailleurs, on a eu notre PSAN récemment. On est très content et on est aussi agent de PSI, prestataire de services d'investissement, d'un PSI allemand. Donc, pour vous dire, c'est les Allemands qui nous ont accès de personne. Ils ont que des gros acteurs. Donc, clairement, nos systèmes de contrôle et de gestion du risque, c'est quelque chose qu'on a implémenté dès le départ et c'est hyper important. Par contre, il ne faut pas que la régulation soit l'excuse pour limiter l'inclusion des gens. Il ne faut pas que ce soit excluant. Ouais. Il faut que ce soit inclusif. Et avant de terminer, on a encore un tout petit peu de temps. Moi, j'avais une question quand même. Donc quand on va sur Club, on achète du Ki, donc qui est la monnaie que vous avez créée. Et qu'est-ce qu'on achète donc, moi, par exemple, j'ai un peu d'argent. Quel est aussi, j'aimerais savoir combien je peux investir. Non, si j'ai un peu d'argent, pardon. Ça y est, j'ai pas gagné les 225 millions au loto d'hier. J'aurais bien aimé, j'aurais acheté un peu de Ki. Mais par exemple, tu peux me donner un cas concret et qu'est-ce qu'on fait avec ces Ki et en fait, comment on gagne de l'argent, comment on en perd, quel cours ça suit. Enfin, Alors, le Ki, en fait, il est coté. Ouais. Et donc, en fait, il est disponible sur le marché. Donc, c'est possible d'en acheter. Après, derrière, quand tu rentres dans le club, tu achètes des Ki, tu les bloques. Donc, tu les locks sur un système de validation chez nous. Et nous, on se rémunère, en fait, sur le rendement qui est généré par ces Ki. C'est ça, notre rémunération. Après, derrière, en fonction de ton niveau dans le club, tu as accès à plus ou moins de deals et la capacité de développer plus ou moins de capital, de déployer plus ou moins de capital sur des opportunités. Donc, en fait, on a plein d'opportunités. On essaie toujours d'être... En fait, notre thèse... Pardon, mais comment vous créez des produits ? Parce que c'est des financiers en banque qui créent des produits. Qui sont ces gens qui créent c'est toi, j'imagine, et ton équipe, mais comment vous êtes basé sur quoi pour créer des produits qui vont faire du rendement ? Il y a 2 types de produits. Il y a tous les produits traditionnels, type startup pré-seed, seed, qui sont en fait pour nous un peu le cherry on the cake, qui correspond à les petits trucs sympas auxquels on n'a jamais accès et on les voit toujours trop tard quand ils sont valorisés 150 millions. Et en fait, nous, on essaie de les avoir le plus tôt possible. Et donc, en fait, ça, c'est la chance qu'on a, c'est que j'ai accès à un deal flow depuis un petit moment. Et en fait, on a une petite thèse d'investissement qui est plutôt cool, qui est de miser sur les entrepreneurs. Et du coup, aussi d'essayer de leur donner des conseils qui leur changent la vie et qui changent le cours de la boîte. Et après, voilà, c'est des bêtes, c'est des trucs, c'est go big, go home. Donc, par club, on met dans une boîte, en fait. On peut mettre dans une boîte, ouais. Donc ça, c'est le petit truc. Ça correspond pas à ce qu'on considère être le modèle le plus scalable. Ouais. Non, le modèle le plus scalable, c'est comment est-ce qu'on fait pour comprendre correctement la DeFi, pour créer des produits qui sont simples à intégrer et qui sont
cash flow positif, à savoir générateur de rendement exceptionnel. Nous, on va essayer toujours d'aller chercher les 60-90% de rendement annuel. Les gens se disent putain mais comment ils font ça, c'est pas possible et tout. Même Madoff il est parti en prison pour 18% je crois ou 20%. C'était quoi, c'était 12 ou 18% qui garantissait. Ouais, je crois que c'était plus 18. Ouais. Mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que on peut aller chercher des rendements de 60-90%. Par contre on ne garantit pas le capital. Le capital n'est pas garanti parce que en fait en gros ce qu'on fait c'est du VC décentralisé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en gros, on identifie des projets hyper qualitatifs, blue chip, très early, donc à une valo hyper intéressante. Ces projets ont besoin de liquidité sur le marché. Nous, on arrive, on a de la liquidité et on dit, ok, on est prêt à acheter une partie de tes tokens et à apporter de la liquidité sur le marché. Et eux, en fait, ils rémunèrent les gens parce qu'ils apportent cette liquidité. Donc, s'ils exécutent correctement et s'il y a de la hype aussi, ça joue aussi beaucoup sur la hype, mais en fait, le token explose. Donc, souvent, nous, quand on rentre, le token, il fait x4, x5. Donc, déjà, en fait, on est assez couvert. On apporte de la liquidité, on est rémunéré sur des 100-200% annuels pour avoir apporté cette liquidité. Et nous, quand on reçoit cette liquidité, en fait, on a des stratégies qui nous permettent de hedger totalement le risque en liquidant une partie, et en remettant et en compoundant pour regagner en position là-dessus. Il y a des risques, il y a des risques énormes, ça il faut le savoir. Mais si tu te dis le capital, je m'en fous sur les 3-4 prochaines années. Ouais, j'allais te demander sur. Ouais. Voilà, je m'en fous sur les 3-4 prochaines années. Par contre, je veux du rendement maintenant. Ça, en fait, c'est des super stratégies. Et nous, c'est ce qu'on fait. On identifie ce type de produit-là et les blue chips. Et en fait, on fournit de la liquidité, on est rémunéré. À un moment, c'était au début, c'était la folie. On faisait du 3500% sur du blue chip. Pendant un mois, j'ai fait 3500%. Pendant un mois. Après, ça tombe, tu vois. On redescend à du 150, 100 sur l'année. Mais c'est temporaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que le projet atteint sa maturité et qu'il a la profondeur de liquidité nécessaire, et je vois des projets aujourd'hui qui sont en train de travailler pour créer de l'efficience sur la liquidité. Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est un truc qui n'a aucun sens sur les pools de liquidité. Il y a plusieurs centaines de millions de dollars qui sont bloqués pour pouvoir fournir une garantie de liquidité sur le marché. Mais en fait, je sais aujourd'hui qu'il y a des technologies qui sont en train de se construire pour pouvoir apporter un minimum de liquidité tout en réduisant le slippage, tout en étant efficient, etc. C'est une boîte israélienne qui bosse sur ça, qui est hyper intéressante. Et en fait, une fois que le projet a atteint son niveau ultime de liquidité, de volume, etc., en fait, ils ne vont plus rémunérer parce que la rémunération viendra par le volume. Parce que aussi, tu peux être rémunéré par les transaction fees parce que tu apportes de la liquidité, entre 0,1 et 0,3%. Donc ça, c'est un premier modèle. Après, il y a tout ce qui est lending, borrowing. Après, il y a tout ce qui est pool de liquidité sur les produits d'assurance. Donc en fait, moi, je fournis de la liquidité et en fait, on me rémunère parce que je participe à couvrir des contrats d'assurance et je suis rémunéré à 8, 9, 10, 15%. Et donc tout ça, en fait, c'est des trucs, c'est des opportunités que nous, on arrive à structurer pour avoir une sorte de portefeuille de rendement qui sont cool. Et qui sont les profils des gens qui gèrent notre argent aujourd'hui, si jamais je deviens... c'est important aussi, parce que je pense que la confiance, tu vois, tu l'as aussi dans ton banquier, dans le gérant, tu sais. Bien sûr. C'est des ingénieurs. C'est des ingénieurs et des financiers qu'on essaie de convertir à la finance décentralisée. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est plus des ingénieurs. D'accord. C'est des ingénieurs qui ont décidé de comprendre la finance. Clairement, c'est des sujets complexes. Il faut le savoir. C'est de la tech, c'est du code, c'est de l'audit, parce qu'on doit auditer les protocoles. Est-ce que les systèmes de liquidation sont bien pensés, bien... Donc en fait, nous... par exemple, là aujourd'hui, un truc hyper intéressant, il y a un stablecoin algorithmique qui s'appelle l'UST qui est en train de prendre très très cher. En fait, très très cher comment? C'est qu'il est payé normalement au dollar. Et là, en fait, un UST ce matin valait 0,5 dollars. C'est catastrophique pour son écosystème. Et donc nous, ça, on l'avait vu venir. Ce qui fait que sur nos stratégies, on avait déployé que 20% de la liquidité sur l'UST, parce que ça faisait quand même un rendement de 20% annuel. Sur du stablecoin, c'était pas mal. Mais par contre, on voyait venir le jour où ça allait potentiellement arriver. Ouais. Et du coup, on a fait du risk management. Parce qu'on connaît le risque technique, on connaît le risque écosystémique, et du coup, on n'a pas été all-in sur un truc stable qui fait du 20%. Par contre, on l'a fait quand même en sachant le risque, parce que c'était bien rémunéré. Et donc, c'est ça, en fait. On essaie de faire du risk management en comprenant les risques techniques et écosystémiques. Et donc, il va y avoir de plus en plus de nouvelles monnaies, comme le Ki.
Je pense que oui. Et c'est compliqué à créer sa propre monnaie. Et peut-être plus largement, à quoi ça ressemble dans ton 3 ou 5 ans, le Web3 ? Parce qu'on voit des cryptos qui sortent tout le temps, on voit des projets sérieux, on voit des projets beaucoup moins sérieux aussi. À quoi ça ressemble ? Alors, c'est facile, c'est très facile de créer une monnaie. Tu vas sur starton.com et tu trouves un nom de... Trop fort, on t'a même pas payé. Qui est un investissement de Daphne et de Club. Ah oui. Non, mais en fait, c'est très très simple de lancer une monnaie, un token. C'est super simple. Et d'ailleurs, Starton, ils font un job formidable pour simplifier l'accès à cette infrastructure pour les développeurs qui ne se sont pas encore mis au Web3. Et ça, c'est le niveau. Et Fabien est venu faire un podcast ici il n'y a pas très longtemps, si vous voulez en savoir plus. Ah ouais. Fabien Poggi. Je sais plus le numéro de l'épisode, mais top. Starton. Non, c'est très facile. C'est très facile. Par contre, ce qui est difficile, c'est d'avoir des economics qui font sens. Oui. Ce qui est difficile, c'est d'avoir une communauté. Ce qui est difficile, c'est d'avoir un business. Une monnaie. Moi, j'ai créé le Reda Token sur Starton. Le truc le plus dur, c'était de trouver le nom du token. Ça m'a pris 5 minutes. 4 minutes à réfléchir au nom du token. Non, mais donc en fait, non, ça c'est super facile. Mais par contre, la question de ce sera quoi le Web3 dans 3, 4, 5 ans, moi je pense que toute marque devrait avoir son token. Toute marque pourra engager encore plus sa communauté. Peut-être même dans les prises de décision stratégiques, pas de la boîte, mais produits, vision ou autre, ils pourront impliquer leur communauté à travers des tokens de marque, loyalty token. D'ailleurs, en avant-première, on est en train de travailler avec la première marque fashion qui va lancer son loyalty token avec des NFT. Et donc en fait, la majorité des marques aujourd'hui ils pensent à faire des NFT parce que les NFT c'est facile à comprendre, machin. Et les NFT ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens si ce n'est pas accompagné avec une stratégie long terme. Et aujourd'hui, on a eu une marque. D'ailleurs, en fait, c'était l'un des fondateurs de la marque, un des associés de la marque qui est membre club. Il est venu nous voir et il a dit « Putain, vous avez fait votre produit, la Cosmone, c'est trop stylé et tout, on veut la même chose. » Je lui ai dit « Non, ça n'a aucun sens de faire la même chose pour toi. » Il dit « Oui, mais on est en train de faire ça. » Et donc, on commence à discuter et tout. Et en fait, on lui a donné cette vision de « Mais en fait, toi, ton objectif, c'est d'engager plus ta communauté, c'est d'engager plus tes acheteurs. Mais créer un token de loyalty. » Crée un token de loyalty qui est lié à tes NFT parce que oui, tes utilisateurs et tes acheteurs veulent des NFT, mais fais en sorte de créer un écosystème avec des tokens économiques qui font sens. Et donc, c'est ce qu'il a commencé à faire. Et voilà. Et en avant-première, donc je sais pas quand est-ce que va sortir ce podcast, mais le token va vivre sur notre chaîne, sur la Keychain. Ok. Voilà. Ben dis donc, on pourrait encore continuer des heures. Hein. Franchement, c'est sans fin en fait ce sujet. Et attendez, juste le métaverse du coup, si on juste. On a encore une heure là. Non. Mais tous ces mots parce que je l'ai nommé, on l'a pas parce que j'ai nommé les buzzwords, mais sans l'expliquer et ça fera l'objet d'un prochain épisode. Mais je serai un invité récurrent. Oui, exactement. Tu auras ta chronique PMM, on va lancer la radio. Ton casier. Non, mais juste, je l'ai nommé et tu peux nous redire, tu vois, ce monde. D'ailleurs, tu te dis dans la vidéo, il y a plein de gens qui vont vivre sûrement, ceux qui vont vivre dans le monde réel. Enfin, d'ailleurs, la dernière fois, tu disais très bien, le monde virtuel, c'est le monde réel. Non, mais c'est vrai, en fait, il y a un sujet qui est hyper intéressant. Alors, juste pour donner un peu de contexte, si on a un peu de temps. On en a 10 minutes, allez. 10 minutes. Ça va, il est 11h15 déjà. Ah ouais, déjà. Ah merde. Eh ben, mais on peut juste rapidement. Objet de la prochaine discussion. Mais oui, mais en fait, le métaverse, déjà, il y aura des métaverses. Et moi, j'ai déjà vécu dans un métaverse en 2002 qui s'appelait World of Warcraft. C'était un métaverse, mais le médium, c'était un écran et une souris et un clavier. Et je pense que aujourd'hui, on commence à avoir la technologie nécessaire pour pouvoir avoir une vraie immersion. Et
encore une fois, hein, ça vient de cette réflexion globale de en fait les gens n'ont plus les moyens. En tout cas, il n'y a plus suffisamment de répartition de richesse pour pouvoir avoir les moyens de bénéficier des expériences dans la vraie vie. En fait, les gens vont être limités à vivre des expériences virtuelles, malheureusement. Et donc déjà, essayons de fixer toute cette histoire de partage de la valeur. Mais en attendant, le divertissement peut être vécu depuis chez soi. Et donc effectivement, je pense qu'il va y avoir des opportunités business, des opportunités aussi de travailler dans le métaverse. Parce que en fait, le métaverse aujourd'hui, il est vide, il n'a aucun sens. Ce n'est qu'à partir du moment où on va avoir des vraies expériences divertissantes, etc. Et je pense que l'industrie du divertissement va exploser à travers le métaverse. Mais donc voilà, il y aura des gens qui vont passer énormément de temps dans le métaverse et il y aura des gens qui viendront se divertir de temps en temps dans le métaverse. Mais je pense qu'on a encore un peu de temps parce qu'il y a tous les devices, le hardware qui doit encore plus se caler, même si aujourd'hui c'est incroyable. Moi, j'avais ma première expérience de casque à réalité virtuelle, c'était le Oculus Rift et je me disais ça va jamais marcher ce truc-là. Ça c'était mon premier truc. Et puis après, en 2021, tout le monde parle du métaverse. Je me dis putain, attends, j'ai loupé un truc, c'est pas possible. Et donc en décembre, pour Noël, je m'achète l'Oculus Quest là. J'ai fait pareil, ouais. Je me suis dit... Tu l'amèneras ? Moi j'aimerais bien tester. Ouais, voilà. Je me suis dit je suis en train de rater un truc. Et du coup, je reçois le truc, je fais bon, allez, j'ai passé 15 minutes dessus, boum, je mets le casque et tout. J'ai passé 2 heures. Et je sors du truc, je fais putain, ça c'est le futur. Mais parce que ça n'a vraiment, l'évolution technologique du hardware a été incroyable. Et même l'expérience utilisateur, la UX, la UI, incroyable. Je pense qu'il y a encore des steps à faire là-dessus. Mais quand on va tendre vers le truc le plus miniaturisé possible, avec des gants haptiques, là, on va être sur des trucs de malade, quoi. Il faut pas en avoir peur, quoi. Non, je pense qu'il faut pas en avoir peur. Par contre, il faut avoir peur d'une mauvaise implémentation, ce que je disais tout à l'heure. En fait, il faut pas tendre vers la dystopie, mais plutôt vers le côté utopique. C'est comment est-ce qu'on peut faire pour être plus inclusif et avoir une vraie échelle social ladder pour essayer d'améliorer la situation des gens. Ok, c'était une belle parenthèse. Merci Reda. Merci. On a 5 minutes pour faire les questions de la fin, parce que moi j'adore mes questions de la fin. Ah ouais. Avant que tout le monde reprenne. Est-ce qu'il y a de Reda un légume que tu détestes ? Le poivron. Pourquoi ça ? Je sais pas. Je te jure, j'ai essayé toute ma vie. Non, c'est une question. Mais je sais, parce qu'on t'a demandé tes allergies alimentaires, ou ton régime alimentaire, et tu nous avais. J'aime tout sauf le poivron. Donc petite info, petit tips, ne faites jamais un plat à base de poivron à Reda. Mes parents adorent le poivron. On avait toujours du poivron sur la table. Et moi, je sais pas, ça n'a jamais marché. Comment tu te déconnectes, Reda ? C'est une bonne question. J'essaye de me déconnecter, mais mon cerveau, il arrête jamais, en fait. Dès que je pars en vacances, en fait, avec ma femme, elle m'oblige à partir en vacances. Vraiment, elle m'oblige. On part telle date. Mais non, je peux pas. Si. Et donc, à ce moment-là, j'essaie de déconnecter, mais dès que sont passés 4 jours, je peux plus. T'as tes séances de sport quand même. Ah oui, dans les séances de sport, il y a pas de réseau dans le. Je laisse mon téléphone, je déconnecte. C'est vrai que les séances de sport, c'est 1 heure le lundi, mercredi, vendredi. Je déconnecte vraiment. Ouais. Toi, t'avais une question, Stan. Ouais, j'ai une question. Qu'est-ce que tu fais quand le marché crypto gagne 30% en une journée, et qu'est-ce que tu fais quand il perd 30% sur une journée ? Quand il gagne 30%, je vends. Et quand il perd 30%, j'achète. Il y a une question, tu es un fan absolu de restaurants. C'est un des trucs qu'on retrouve chez Club, c'est que il y a pour le coup, il y a de la bonne bouffe, on va dire. Ouais. Est-ce que tu as un conseil de resto pour nous ? Bon, je vais faire la pub. Je sais pas si c'est une bonne chose de faire la pub de son restaurant favori, parce qu'après, il n'y a plus de place. De ton deuxième préféré, du coup. Non, mais alors, mon préféré, vraiment, c'est David Toutain. Donc, c'est Identité de Toutain. C'est un chef incroyable, exceptionnel, que je suis depuis 2012-2013. En 2013, il était chez Agapé Substance et j'ai fait son dernier service. Ouais. Et ben en fait, Identité qu'il a ouvert donc rue Surcouf,
C'est un super resto. Ok. Et je le C'est suis. quoi comme C'est gastronomique. Ok. Gastronomique, un peu fusion, parce qu'en fait, c'est un mec qui voyage et qui qui mélange. déconnecte de temps en temps pour aller découvrir de nouvelles saveurs. Et il les intègre dans ses plats. Génial. D'ailleurs, je pense que le prochain dîner club, c'est là-bas. Ah. Ah, il faut avoir réussi quelques investissements sur Club quand même pour. Gastro, il a dit gastro. Hein. Donc si vous voulez y aller, hein, il faut craquer le bonus. Mais tu sais, il a commencé avec 0 étoile et c'était hyper abordable. Ah, ok. C'était genre, t'avais le full course menu, tu vois, c'est 7 courses à 70 €. Mais là, maintenant, en fait, honnêtement, il mérite les 3 étoiles. Il en a que 2, mais le fait qu'il n'ait pas de menu fait qu'il n'a pas les 3 étoiles. Mais donc en fait, en gros, tu as le prix d'un 2 étoiles avec la qualité d'un 3 étoiles. Wow. Canon. Eh ben écoute, merci Reda, merci pour toutes ces infos, tout ce qu'on a appris. Est-ce qu'il y a un message que tu veux faire passer à tous ces gens qui ne sont pas contents de leur banque et qui souhaitent avoir plus de transparence dans leur investissement? J'imagine qu'il faut qu'ils te contactent. Bah, en fait, ils peuvent essayer de rejoindre Club. Donc, c'est club.ki. Il faut être très riche pour rejoindre Club? Non, pas du tout. Pas du tout. Vraiment, c'est une question de mindset. On a des gens qui peuvent déployer 200, 300, 400 € par mois. Mais en fait, le vrai truc, c'est le mindset. C'est pour ça qu'on fait passer un questionnaire en préinscription. Donc, les gens remplissent le questionnaire. Et nous, on a un comité en interne qui accepte, refuse ou même appelle les gens pour essayer de comprendre et onboarder les gens comme ça. Mais je pense que le conseil que je peux donner, c'est le premier conseil que j'avais donné à Stan dans la crypto, c'est ouvrez-vous un wallet MetaMask avec les 24 mots, gardez vos 24 mots, perdez-les, machin. Enfin, vivez cette expérience pour découvrir un peu le truc et perdez un petit peu d'argent, 100, 200, 300 € en allant sur Uniswap, en allant sur Osmosis, en allant sur des plateformes où c'est ce qui se passe. Parce qu'en fait, ces opportunités où on fait ces rendements de dingue, elles vont pas durer indéfiniment. Pourquoi il y a des rendements de fou? C'est parce qu'il y a de l'inefficience capitalistique dans cet écosystème. Donc effectivement, là aujourd'hui, on est early, mais je pense que dans 4-5 ans, les rendements à 200%, 100%, 90%, c'est fini. Hein. Bon, on sera toujours mieux que ce qu'on a aujourd'hui avec la finance traditionnelle, mais ce sera plus ces types de rendements-là. Et donc en fait, le plus tôt vous vous y mettez, le mieux c'est. Et peut-être juste pour rebondir là-dessus, parce que moi c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné dans le Web3, c'était d'arrêter de lire des choses ou de regarder des trucs, mais à la fin de prendre ton wallet, de te connecter, de tester, et c'est là où tu commences vraiment à comprendre ce qui se passe, quoi. C'est ça. Ok, et ben super, alors on va ouvrir un wallet. C'est parti, merci Stan, merci, j'étais ravie de t'avoir en co-host et merci surtout à Reda d'avoir passé cette heure, on a dépassé, mais en fait quand on parle de ce sujet, 40 minutes c'est pas possible. C'est vrai. Donc, merci de m'avoir invité, c'est un plaisir. Et on est ravis d'avoir réalisé ton rêve de passer sur le podcast de Daphné. Salut les auditeurs, n'hésitez pas à partager cet épisode si vous avez aimé et à rejoindre Club ou à contacter Reda. À bientôt. À bientôt.